n'en déplaise à qui veut, hein. Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah depuis 92, qui a été tué. Nous, on va analyser, hein, on va pas chialer non plus, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Et puis, il est peut-être là où il avait envie d'être. Hein. En tout cas, il va rejoindre son fils et sa fille qui a rien demandé, la pauvre, et qui a été tuée avec lui. Alors, l'édito démarre comme ça. Et puis, on va peut-être lancer un diaporama. Ça serait peut-être mieux d'ailleurs, ouais. Voilà. Et donc, je vais me livrer à une analyse. On va parler... j'ai hésité entre Israël, pour le titre, entre Israël fait tapis et les pervers. Parce qu'on va pas parler que de Hassan Nasrallah. Alors, je vous demande un instant, je vais lancer un diaporama qui permettra un petit peu d'avoir une illustration en fond. Et puis ensuite, on va attaquer l'édito. Puis après, on va discuter entre nous. Je rappelle que c'est... J'ai pas voulu vous faire de vidéo, les amis. Je voulais que ça soit spontané. Là, sur ce coup. Je pense que c'est mieux, puis ça permet d'échanger. Alors, pour ceux qui y arrivent, hein, on échange. Des fois, je reprends des gens, mais c'est pas vous que je reprends. Hein, c'est le poste. Hein. Moi, je parle à un poste, en fait. Je vois défiler des postes et je réponds à des postes. Donc, vous sentez pas forcément attaqué, parce que des fois, même le ton peut laisser croire que je vilipende quelqu'un. Non, 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 au contraire, exprimez-vous. Hein. Exprimez-vous. Alors, on a ça déjà. Alors ça ne m'arrange pas. Slideshow. Vas-y, slide. Slide, mon gars, slide. Alors, on va voir. Hein. Ouais, ok. C'est parti. Merci, Cellulose. Si tu veux monter après, il n'y a pas de souci. Hein. T'es le bienvenu. Je vais attaquer l'édito. Donc, un spécial Libani. Hein, c'est une référence à un influenceur qui pense que la Libanie, bah, c'est un pays qui existe. On va pas le citer là, mais je pense qu'il est assez connu. En matière de vol, il est assez connu. Lors du précédent édito, on parlait de poker. On avait pris le jeu de poker comme support pour essayer d'exprimer une certaine pensée. Je vous avais expliqué que Israël avait fait un 3-bet. Et on attendait la 5e carte. Hein. On est dans le cadre d'un Texas Hold'em. Israël avait relancé, c'est-à-dire il s'est pas contenté de suivre la mise. Il a posé 3 fois la mise. Pour la faire vulgaire, il a posé ses couilles sur la table. C'est déjà pas mal. Non, parce qu'après, c'est compliqué sur les tables, à moins qu'elles soient côte à côte, mais bref. C'est pas le propos. Là, aujourd'hui, Israël a fait tapis, hein. Alors, depuis un certain temps, je commentais les coups israéliens en disant, ouais, c'est de la russe, c'est ceci, c'est cela, mais quand tu les additionnes là, je suis dans l'analyse, les gars, je suis pas dans le pathos, hein, je suis pas dans l'émotionnel, hein. Moi, je l'aimais bien Nasrallah, mais là, moi, j'essaye d'analyser correct, quoi. Vous proposez quelque chose, hein. Tu peux être israélien et tu peux rester, il y a pas de problème. Hassan Nasrallah a été tué dans son bunker de Dabieh, dans la banlieue sud-est de Beyrouth, le 27 septembre. Alors, Israël, depuis 2 semaines, a lancé une campagne de bombardement plus intense qu'à l'accoutumée, avec pour objectif de paralyser le Hezbollah, de détruire les défenses du Hezbollah pour préparer une incursion terrestre qui est en train de se préciser, hein, parce que dès que j'ai vu qu'il y avait eu des incursions de commandos, je savais qu'il allait y avoir une incursion terrestre. Netanyahou veut enflammer le truc. C'est le jeu de la mort pour Netanyahou, il se prend pour Bruce Lee. Vous allez voir. Mais il va taper à un moment donné et à un moment donné, il va être en face du boss final, la Turquie. Et le 27, Israël a lancé une grosse campagne de bombardement. Et on le sait maintenant, l'objectif, c'était Hassan Nasrallah. Ils ont pu frapper le QG, où était Nasrallah et son état-major. Ils ont décapité l'état-major du Hezbollah. Là, je vais pas te dire c'est de la ruse. Hein. Ah, je suis désolé les gars, mais tactiquement, stratégiquement, les Israéliens, là, ils sont en train de faire une masterclass. Hein. Ils tapent pile poil où il faut. Et ça interpelle encore une fois, ça fait 3 mois qu'on le dit sur le renseignement. Raïssi, Agné, Nasrallah. Bah, je peux te dire qu'Amené, Bachar al-Assad, en ce moment, ils chimou, les gars. Mais je suis en train de me poser des questions. C'est pas des débiles, ces gens, ils ont des services de sécurité, ils ont des services de renseignement. Mais apparemment, il y a une infiltration israélienne parce que dans les 3 cas, il y a une implication humaine. C'est pas avec des satellites que tu le tues, le mec. C'est avec des bombes américaines, notamment. Je rappelle que pour tuer un type, vous pouvez le lire, ils ont tué des centaines de personnes, 300 personnes pour tuer un type. Mais ça passe parce qu'apparemment, il y a 2 humanités, il y a les fourmis, les Libanais, les gens du Sud, tu sais, les marrons,
Et il y a les autres. Cette classification de l'humain raciste, hein, faite par les médias inconsciemment, est perverse. C'est pas la première perversion. Hein. Donc ils ont frappé le QG où était Nasrallah, où il habitait, où il y avait son état-major. Le raid a été mené par des F-16, alors je sais plus de quelle unité, peu importe, on s'en fout. T'avais des avions qui étaient prêts, non mais on se croirait à Marseille. T'as l'équipe feu qui attend. Dès que le mec a trahi son pote et visuellement il l'identifie, il envoie le message, l'équipe feu elle part. C'est exactement ce qui s'est passé. On dirait un règlement de compte à Marseille. Hein. L'équipe feu étant là, les F-16, avec des bombes anti-bunker. Ces fameuses bombes, ça fait 2 ans que je le dis, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ces bombes, les Israéliens en achètent depuis 2 ans, en loose day. Et je vous ai dit, ça va servir à taper l'Iran. Ben, ça va servir aussi à taper chez Nasrallah. Dans le fief du Hezbollah, quartier de Dabier, 6 immeubles. Il y en a plus, hein. J'espère. Et les gens qui étaient dedans non plus. Moi, j'ai une question déjà. Hein, tu sais que les Israéliens ont des bombes anti-bunker. Celle-là, c'est du 5000 livres, 2 tonnes et demie. Ils en ont balancé plein. Hein. Ah, c'est pas une. Hein. Tout s'est écroulé. Le bunker était en bas. Hein. Il y avait 5 mètres, 10 mètres. Hein. Alors, on nous donne pas avec précision le métrage, mais il y avait. Mais pourquoi tu habites un bunker? Tout le monde sait où tu te trouves. Après, j'ai envie de poser une question aussi à l'État libanais. Je veux pas être méchant. Hein. À un moment donné aussi, il faut se poser des questions. Il va où ton pognon? T'as pas de défense antiaérienne? À aucun moment. Pourtant, il y a des solutions. Les Irakiens, ils s'équipent en Corée. Les gens, t'as pas de Les Syriens, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Les Syriens, avec leur défense antiaérienne, ils font que les avions israéliens, ils hésitent à rentrer en Syrie. Donc, ils tirent de loin des missiles de croisière. Et puis, comme tu peux pas tout intercepter, certains passent. Et malheureusement, voilà. Mais là, je comprends pas. Ça fait des années que les Israéliens passent. Ils t'ont tout fait. Ils te l'ont fait en ski, ils te l'ont fait en VTT. Ils t'ont tout fait. À un moment donné, investis dans une défense antiaérienne. Simple, que tu peux acheter aux Coréens, à qui tu veux. On te parle même pas de... Ça aussi, je comprends pas. Ça, t'aurais pu éviter. Mais t'aurais déjà une forme de dissuasion qui ferait que les avions israéliens, ils se baladeraient moins, quoi. Parce que là, j'ai l'impression que... Je crois que le prochain raid, il va se faire en deltaplane. Après, je vais poursuivre un petit peu. 9 à 300 morts. Et c'est pas fini, comme dirait Meyer Habib. Hein, puisqu'ils ont rebombardé le lendemain les mêmes endroits pour finir le travail. Ils continuent à bombarder le Liban. Ils sont allés bombarder au Yémen, en Syrie. Ils tapent de partout, en fait, où ils veulent, quand ils veulent. C'est le strike, là. Hein. Raïssi, Haniyeh, Nasrallah, c'est énorme, quand même. Et des dizaines de commandants importants. Là, ils viennent décapiter l'état-major du Hezbollah. Donc ça amène un questionnement. C'est pas le Hezbollah. Le Hezbollah je veux dire, le Hezbollah, ils font ce qu'ils peuvent. Ils sont tout seuls. Il y a personne qui les aide. Et voilà, ils reviendront plus forts. Je les ai connus bien plus faibles. Ils reviendront. C'est pas un souci. C'est pas le truc, voilà. Et ils font ce qu'ils peuvent. Ils ont des traites partout parce qu'au Liban, tout le monde n'est pas pro-Hezbollah. Parce que les Israéliens savent y faire, parce qu'ils arrivent à infiltrer jusqu'à... C'est quand tu chasses, t'es patient, c'est plus facile pour toi que pour la proie. Hein. Et ouais, hein. T'étudies, tu vois qui fait quoi, tu cherches le maillon faible, tu fais, voilà, tu places ton produit, et ensuite tu sais ce qu'ils font ces gens. Pendant des années, tu les suis, tu fais ce qu'on appelle faire un emploi du temps dans le renseignement. C'est ce que faisait Israël. C'est ce qu'il a toujours fait. Donc moi je comprends pas habiter un bunker où tout le monde sait où t'es, surtout quand les Israéliens achètent des bombes anti-bunker depuis 2 ans, à un moment donné tu te dis putain, attends, oh. Non, parce qu'il y a 10 ans ils pouvaient pas le faire, ça, maintenant si. Ça aussi ça interpelle. Donc après avoir fait 3 bêtes, à la river, Israël fait tapis et prend la main. Face à des adversaires tétanisés. La Syrie s'est couchée au premier tour, elle n'a pas les moyens, c'est bien vu. L'Iran, on les entend plus. J'ai l'impression, je sais pas, sans vouloir être méchant, mais j'ai l'impression qu'ils se sont fait calmer. Ce qui va amener un nouveau questionnement. L'Égypte n'a pas intérêt à rentrer dans cette merde. Déjà que le pays, c'est dur à gérer. Enfin bref, vaut mieux quand même qu'il fasse tampon. Putain, j'aime bien quand on m'appelle alors que je suis en live comme ça, systématiquement. En plus, bref.
Leurs adversaires sont tous tétanisés. Il n'y en a plus d'adversaires. Et il est où l'adversaire? L'Iran, ils sont aux abonnés absents. La Syrie, elle n'a pas les moyens. L'Irak, elle est détruite. Elle essaie déjà de sortir les Américains. Elle a des problèmes. L'Égypte, ils sont pas, vaut mieux pas. Ça amène rien de plus. Quoique. Le Hamas, ils font ce qu'ils peuvent. Alors oui, ils ont pas été détruits, mais enfin bon, ils sont fait un peu démonter, les pauvres. Et encore une fois, ils sont courageux, hein. Moi, je me fous pas de leur gueule, hein. Je suis pas dans le truc, hein. Ils ont été humiliés. Eux, ils ont une paire de couilles, ils se sont battus, ils ont fait ce qu'ils ont pu. C'est ça le courage. C'est pas de bombarder avec des F-16, le courage, ou d'envoyer des missiles de loin. Le courage, il est là. Ces types sont courageux, qu'on les aime ou pas. D'ailleurs, beaucoup d'Israéliens respectaient Nasrallah. Le Hezbollah, là, bon, bah, ça fait mal. Les Houthis se font taper dessus, et puis de toute façon, ils sont trop loin, ils peuvent, pareil, c'est tout à leur honneur ce qu'ils ont fait, mais qu'est-ce qu'ils fassent de plus? Donc là, on a l'impression que les Israéliens, ils ont démonté tout le monde. Le mec, il s'est levé, il a éclaté tous les 3-4 gars autour de lui. Et il reste le boss final, la Turquie, qui à un moment donné, je pense que, tu vois, si on avait 10 ans, je te dirais que la Turquie et Israël, inéluctablement, ils vont se taper. Parce que c'est pour les rivalités régionales, et les Turcs n'autoriseront jamais les Israéliens à monter au Liban ou en Syrie. Ils rentreront avec leur armée. Et là, on passe un cap supérieur. Là, c'est plus le Hezbollah, on a une armée assez puissante et assez rodée au combat maintenant, parce que depuis un certain nombre d'années, elle ne fait que ça. C'était le seul Libanais, qui est Nasrallah. C'est le seul Libanais qui faisait peur à Israël. C'est le dernier des Mohicains dans le monde arabe. Il était adoré comme Soleimani, une autre victime des désaxés, là. Il y a l'axe du bien, les désaxés du bien, j'ai envie de les appeler. Comme Soleimani, il était adoré. Comme Soleimani, il est mort au combat. Il est mort selon ses valeurs. Lui, il est heureux, là. Pour peu qu'il y ait un paradis, il est dedans, là. Il est tranquille, lui. Hein. Ah, il est mort selon ses valeurs, lui. Il n'est pas mort à Miami avec 2 putes bourrées de coke. Comme peut-être le fils de Netanyahou, va savoir. Il a été présenté comme un monstre, alors que le mec, c'est un résistant. Ceux qui le présentent comme un monstre, ce sont des gens qui ont vendu leur pays, vendu leur histoire, vendu leur cul, ils ont tout vendu. C'est un résistant. C'est pas une opinion. Ça fait 50 ans que les Israéliens envahissent le Liban, utilisant quelquefois, souvent même des prétextes futiles, des fois ils sont attaqués, etc. Ce type a dit non. C'est une sorte de Gaulle libanais. Bien plus que toutes les fiottes du monde arabe. Et quand je dis fiotte, je ne parle pas d'homosexualité, on est d'accord, hein, il n'y a pas d'homophobie. Je parle de gens qui n'ont pas les épaules. T'as une nana, tu peux être une grosse fiotte aussi. Faut pas que je perde le fil. Il a été présenté comme un monstre alors que c'est un résistant. C'est quelqu'un d'unitaire, c'est un homme simple qui se bat pour son pays occupé, qui est attaqué depuis des décennies par Israël, qui est apparemment à la carte immunité perpétuelle qui a été donnée par les arbitres. Hassan Nasrallah meurt à 64 ans, il est encore jeune. Ce type est un religieux devenu homme politique par la force des choses. Il est né à l'est, dans la banlieue est de Beyrouth, dans une famille modeste et peu religieuse. Ouais, c'est pour dire, le père, il était membre du Parti populaire syrien, hein, c'est socialiste. Hein. Puis socialiste tendance URSS. Hein. Ah, c'est Kolkhoz, Sovkhoz, tout ça. Donc c'est pas des gens qui avaient la religion, ils la portaient pas en bandoulière. Il connaît la guerre civile libanaise qui voit surtout des puissances étrangères, pas que Israël toujours, se livrer une guerre au Liban, palestiniens, israéliens et autres. Hein. Ça va le marquer, cette division et l'occupation de son pays et le désordre. Hein. Le Liban est un petit pays. Hein. Il va aller étudier à Nadjaf, en Irak. C'est le haut lieu du chiisme. Hein. Si tu fais des études de chiisme, hein, comme à Marseille, dans certains quartiers, ils font des études de chiisme. Enfin, ils vont pas à Nadjaf. Excuse-moi, cette Marcel de Sailly. Lui, il va étudier à Nadjaf en Irak, mais il revient au Liban lorsque Saddam Hussein, l'ami des Américains à l'époque, se mettra à persécuter les chiites. C'est ça le problème du monde arabe, c'est qu'il faut défendre Saddam Hussein, alors que Saddam Hussein, c'était la pire des merdes, en fait, à la base. Ah oui, humainement, c'est pire des merdes, quoi. C'est une sorte de MBS, quoi. Il va rejoindre le mouvement Amal, c'est une organisation laïque chiite, à la fois politique, à la fois militaire. On est à l'époque au Liban, t'as une milice par quartier. Je te promets. Il voit les Israéliens envahir le Liban en 78, occuper toute la partie dite du sud-Liban et du sus-Liban aussi, mais du sud-Liban aussi, occupé jusqu'en 2000. C'est lui qui va les faire dégager.
Alors, donc le mec c'est un terroriste parce que il y a une armée étrangère et un pays plus puissant que lui qui l'occupe, il les fait partir, et ça devient un terroriste aux yeux des petites merdes, des salopes du nouvel ordre mondial, des chiens, mais des vrais chiens. Hein. C'est ça le truc. Ça va le marquer. C'est sûr que ça va le marquer. C'est un homme simple qui aspire à la religion, qui se retrouve à être homme politique et chef de guerre. Qui c'est qui l'a créé? C'est les Israéliens. À la base, lui, il voulait être imam, le mec, ou je sais pas quoi, Mollah. C'est une création des agissements de certains. Les désaxés du mal et leurs copains. En 82, rebelote. Les Israéliens, ils se disent, on va pousser jusqu'à Beyrouth. Ils envahissent le Liban, ils se battent avec les Syriens, une vraie guerre. Plusieurs milliers de morts. C'est là où le Hezbollah apparaît, ils en ont marre, quoi. T'as l'armée française, l'armée américaine, t'as toutes les armées du monde là-bas. Le Hezbollah commence à faire péter un peu des bombes. Et les Américains s'en rappellent. Nous aussi, d'ailleurs, mais on avait rien à foutre là-bas. Voilà, ça donne, voilà. Tout le monde se barre parce qu'ils se rendent compte que là, c'était la première fois que les Libanais commençaient à faire peur. Et encore, ils étaient équipés que de Kalachnikov en 82. Et de voitures suicides, d'explosifs. C'est l'un des fondateurs du Hezbollah, mais il n'est pas au directoire suprême. Il est responsable de la zone de Baalbek. Alors, ouais, je sais, tu t'en bats les steaks, mais il y en a, ils s'en battent le bec. Non, Baalbek, pardon. Revenons à nos moutons. Puis après, de toute la zone de la Beka, la fameuse plaine de la Beka. Il va en 89 à Qom, en Iran, pour continuer ses études théologiques. Il revient au Liban lorsque le Hezbollah et Hamal, censés être frères, se battent. Entre-temps, il fait la connaissance de Moussaoui, le chef du Hezbollah, entre 91 et 92. Le précédent chef du Hezbollah a pris un missile en 92. Hassan Nasrallah, soutenu par l'Iran en 92, devient le secrétaire général du Hezbollah. Donc il était secrétaire général du Hezbollah, voilà, pour replacer un petit peu, en 92. Et il va de suite devenir un adversaire sérieux d'Israël. Il va changer de mode d'attaque, il va éviter les attaques frontales où les mecs, ils se prenaient 20 morts pour rien. Les attaques suicides à la con. Il va préférer des attaques ciblées, plus efficaces, qui vont user l'armée israélienne, qui vont user l'armée du Sud-Liban, qui est une milice chrétienne qui faisait office de supplétif. Et ils les usent tellement que les Israéliens, en 2000, ils se retirent. Ils peuvent pas tenir le terrain. Ils se font attaquer par une armée, enfin ce qui va être une armée professionnelle. C'est la première victoire. Nous, on parle de Nasrallah et on parle de 2006, mais Nasrallah, c'est chasser déjà les Israéliens du Liban. Fallait le faire. Ils sont partis parce que les autres les pilonnaient. C'est devenu un héros pour ça. Il a été présenté comme islamiste et sectaire par tous les tocards qu'on voit dans notre presse. Il va éviter que les chrétiens qui ont aidé les Israéliens, beaucoup ont participé à la milice, il va les protéger, il va se réconcilier avec les chrétiens du général Aoun, il va même pactiser, il va même faire des alliances de gouvernement avec eux, il va refuser une épuration et il va préférer l'union dans l'intérêt du Liban, de toutes les factions. Il est où l'islamiste? Voilà, c'est quelqu'un unitaire. Il est entre le seigneur féodal et c'est quasiment le responsable de fait du Liban, mais tout le monde lui accorde la confiance, il est super populaire. Et puis enfin quelqu'un qui se bouge vraiment. Voilà, avec lui, le Hezbollah se professionnalise, crée son économie, sa sphère de santé, tout un tas de choses. Il y a une armée professionnelle qui s'appuie sur un système des professionnels en permanence en état d'alerte, très pro, des unités d'élite, et à côté des soldats citoyens qui défendent leur zone. C'est comme ça en 2006 qu'ils ont gagné. Ça permet de mobiliser beaucoup de gens, mais pas de mobiliser beaucoup de moyens en attendant une guerre. Vous comprenez? Le gars, il est épicier, il est agriculteur, il y a la guerre, le soir, il devient militaire. Il se forme le soir. Et de temps en temps, il fait des coups. Sinon, la journée, il vit, voilà, il fait sa vie. Et à côté de ça, tu as une petite force d'élite qui, elle, notamment s'occupe des missiles, tout ça, qui, elle, est professionnelle. Et ça, c'est de lui. Il devait faire que 2 mandats, c'est eux, tout le monde a voulu qu'ils poursuivent. Le gars, il est incontesté. Il refuse l'État islamique, il a combattu l'État islamique défendu par les Américains. Donc la réalité, elle est là, c'est ça le réel, ça c'est vérifiable. Le Hezbollah a participé en Syrie au combat contre l'État islamique, contre les factions islamiques défendues par la France, par l'Angleterre, par ces pays qui viennent après nous parler de droits de l'homme. Ça, c'est une réalité.
Ah, tu parles, le mec, on nous le présente comme un terroriste, mais les terroristes, c'est plutôt ceux qu'il a combattus. Il a permis une normalisation politique entre 2000 et 2006 au Liban, des accords politiques. Le Hezbollah est devenu un parti politique qui a joué le jeu de la démocratie. Dès qu'ils gagnaient pas une élection, ben, ils étaient dans l'opposition. Ça a été l'une des personnalités les plus influentes du Moyen-Orient. C'était le dirigeant de fait du Liban. C'était aussi le principal visage de la résistance dans le monde arabe, qui en a besoin malheureusement. Et lui, il veut poursuivre la résistance, hein, c'est-à-dire on vous a dégagé du Liban, mais on va continuer parce qu'on est en guerre. Puis vous nous avez pas tout rendu, puis il va forcer les Israéliens à quitter une partie du plateau du Golan aussi. Et on arrive à 2006 parce que le Hezbollah devient dangereux, les Israéliens pensent qu'il faut leur casser les reins, ils les sous-estiment. On a une guerre, les Israéliens rentrent au Liban, ils avancent de 15-20 bornes, pas plus, et après ils sont bloqués, ils prennent beaucoup de pertes, ils repartent. C'est une défaite. Ils se sont fait bloquer, ils ont dû se barrer. C'est une défaite pour une grosse armée. Et le Hezbollah n'était pas encore le Hezbollah d'aujourd'hui. C'est un pragmatique qui va développer, qui va gérer les crises politiques dans son pays, qui va développer et une maturité politique et un jeu démocratique. À partir de 2011 et ce qu'on a vu là, les fausses révolutions colorées dans le monde arabe où des gouvernements occidentaux poussés par les USA d'Obama ont fait une alliance avec les frères musulmans et on a vu l'installation de régimes qui eux justement revendiquaient la charia, aidés par ces gens. Le Hezbollah, le Liban, va intervenir contre les islamistes envahisseurs pour défendre le Liban, soutenu encore une fois par les désaxés du bien. Il obtient le titre de Sayed. C'est un titre qui est donné apparemment aux descendants du prophète par Ali, son petit-fils. Voilà, si je dis une bêtise, vous rectifiez. Et puis là, depuis le 7 octobre, le Hezbollah s'est engagé dans une guerre qui n'était pas la sienne au départ, a permis au Hamas notamment de ne pas disparaître complètement parce que ça les a soulagés. Est-ce que c'était le combat de trop pour un type qui était un vrai combattant? Je sais pas, en tout cas, lui, il a donné sa vie. Alors, on reconnaît les hommes aussi, comment ils meurent, comment ils vivent. Voilà. Tu peux ne pas être d'accord avec lui, mais enfin, ça nous change de Macron et ses drag queens, ça nous change de Trudeau et son gros cul, sa tête de bovin, de Biden complètement pété, de Harris, c'est juste une pub. Enfin, ça nous change ses merdes. Tu le sens quand tu parles de grands hommes, quel que soit le pays, voilà, tu le sens, quoi. Tu sens par rapport à des grosses merdes qu'on voit et qui, eux, se permettent de le traiter de terroriste, alors que c'est des crottes à connaître ce type. Il est mort en accord avec ses valeurs, hein. Il a réussi sa vie, j'ai envie de te dire. Il a été abattu en traître, hein. Il y a un traître dans son entourage. Il vit dans le bunker, il en sort pas, et pour envoyer l'équipe feu, il leur faut un visuel. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La Ligue des Fourbes, la Ligue arabe, en 2016, avait dit que le Hezbollah était terroriste. Et comme ils ont vu le retournement de veste, aujourd'hui, ils ont légitimé et Bachar al-Assad et le Hezbollah, parce qu'ils en ont peur. Voilà. Les vrais terroristes, c'est ceux qui ont foutu le bordel, qui ont tué des gens. Israël est terroriste. Les USA sont des terroristes. Tous ceux qui ont participé au massacre. Voilà, c'est eux les amis des islamistes. Alors, le Hezbollah est KO debout, ouais. Ça arrive. Il y a 3 jours de deuil qui finissent aujourd'hui. Dès demain, je savais que ça allait swinguer. Bon, apparemment, ils ont décidé de le faire ce soir pendant mon édito pour faire chier les Israéliens. Vous auriez pu attendre demain matin. On attend de voir la suite. Alors, il y a des questionnements, hein, c'est pas fini. L'Iran qui prépare sa riposte. Encore une fois, hein, nous, on est habitués à avoir des infos chaque semaine. Il faut des trucs. Peut-être que les Iraniens, ils vont rendre les coups, mais qu'ils préparent leur truc tranquille, quoi. Il y a aussi ça. Hein. Il y a un tempo qui n'est pas forcément le tempo de l'actualité pour vous et moi. Quand tu passes ton temps à te faire bombarder, voilà, t'as pas d'anti-aérien, la faillite du monde arabe. Et là, je parle pas du Hezbollah. Alors des solutions existent. Quand le renseignement israélien te dit à demi-mot, et encore une fois, écoutez, moi je vous dis, ils sont infiltrés profondément et tout se passe là-bas. Les beepers, les talkie-walkie, on en a parlé. Le truc ils ont été sabotés il y a 5 mois en Hongrie ou à Taïwan, ça marche pas. Je vous avais dit, rappelez-vous cet édito, il est là. C'est pour cacher une source importante au Hezbollah. Là, c'est pareil. Il y avait des avions en alerte.
Ils savaient où il allait, ils attendaient juste qu'il y aille, ils attendaient le visuel. Pour ça, c'est pas un voisin, c'est pas un type dehors, c'est pas un planton. Le gars, il sort pas du bunker. C'est un truc qui est c'est plusieurs bunkers qui sont reliés. Il en sort jamais. Au-dessus, en dessous de 6 immeubles. Donc c'est forcément quelqu'un dans l'état-major, quelqu'un de proche, quelqu'un qui travaille au bunker, qui a donné le top en disant c'est parti, il est là. Ils le disent, les Israéliens, ils étaient en alerte, leur avion. Donc avec lui, ils ont tué Ali. Alors ils écrivent Ali Karaté. Non, il s'appelle Ali Karaki, le pauvre. Hein. Ali Karaté. T'es pas dans Gulli, là. Abbas Nil Fouroutsan, un adjoint du chef des passes d'Aran. Fouad Choukr, que des gens assez importants. Bref, ça a fait du mal. Hein. Grosse frappe, 6 immeubles, ça a fait du mal, mais c'est les Israéliens en premier qui te disent il est mort, alors que les autres ne le savaient pas. Comment tu peux le savoir? D'habitude, ils sont pas comme ça. Nous disposons d'informations en temps réel qui te disent. C'est un très très proche qui a trahi. C'est ça le problème. Les Israéliens savent vous taper, savent ce qui se fait. Ils ont un coup d'avance, ils ont le renseignement. Ça leur permet des coups parfaits. Des coups stratégiques, puisque ça te casse les reins pendant des mois, ça. Et si après, en plus, ils font une incursion terrestre, les mecs, ils ont démonté le chef, l'état-major décapité, et ils attaquent maintenant la troupe. Je suis désolé, hein, vous pouvez aimer ou pas aimer Israël, là, ce qu'ils font, c'est balèze. Alors, je sais pas comment ils font, si c'est des pros, si c'est le diable qui les aide, peu importe. Je suis obligé, voilà, l'analyse de dire que là, leur tempo, voilà. Et moi, je me pose une question. Depuis le début, on ne sait pas si le Hamas, le Hezbollah, l'Iran s'étaient coordonnés ou pas. Apparemment pas. On voit le Hamas partir bien en tête. Bon, à la limite, eux, ils avaient l'initiative. Ok, ils s'étaient préparés. Mais on voit le Hezbollah les suivre et les aider. Le Hezbollah qui a fait le choix d'une guerre à basse intensité, espérant soit enliser Israël, parce que le jeu n'est pas fini, les gars. Hein, c'est pas fini. Hein. Attention. Et on voit les Israéliens qui relancent et le Hezbollah là, j'ai l'impression qu'en fait, ils n'ont pas de plan B. Ils pensaient que les Israéliens taperaient pas. Ils se sont fait surprendre. J'ai pas l'impression qu'il y a un plan B. C'est pareil pour les Iraniens. J'ai l'impression que les types, ils se sont dit, tiens, le Hezbollah va leur casser les couilles et moi, je suis en embuscade. Mais là, les Israéliens, depuis quelque temps, là, ils tapent fort et précis. Et tu te dis, il n'y a pas un plan B, vous avez pas prévu ça? C'est pas une critique, hein, c'est un questionnement. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu peux faire aussi? Parce que qu'est-ce que tu fais? Ouais, tu veux gagner, mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu le fais? À quel moment? Là, si les Israéliens rentrent au Liban, c'est des caves. Désolé. Parce qu'ils prennent le risque, je dis bien, ils prennent le risque de s'enliser. S'il y a bien un terrain où il fallait pas aller, c'est le terrain terrestre. Parce que c'est là où, à la limite, le terrain va réduire, les écarts technologiques va réduire. Ça va être un modulateur de force, je sais plus comment on dit, un équilibreur. C'est comme si tu as une armée super puissante, tu fais pas de combat urbain, tu essaies de les prendre dans la plaine, parce que c'est là où tu peux manœuvrer. Donc moi, j'aurais été les Israéliens, j'aurais plus rien fait là. Je me serais contenté de bombarder au loin, de jouer la portée et c'est tout. Donc je suis étonné quand même. Hein. Apparemment, Netanyahou, il veut vraiment embraser le truc. Hein. Et puis tant que personne l'arrête, de toute façon, il va le faire. Hein. Alors qu'est-ce que je peux te dire d'autre encore? Parce que c'est pas... Donc on va voir. Moi, je sais pas ce qui va se passer. Quand ça va se passer. Les Iraniens ont promis de riposter aussi, mais on n'a pas le tempo. Peut-être qu'ils se préparent, que ça prend du temps. En tout cas, on a l'impression que ça vire en guerre totale, et ce qu'on annonce depuis des années. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, ça surprend plus personne, mais à l'époque, c'était inconcevable. On y est là, on est, je veux dire, chaque semaine, ça va un peu plus loin. Jusqu'à où? Est-ce que le Hezbollah peut passer à l'attaque? Est-ce qu'il a intérêt? Est-ce qu'il n'a pas intérêt à temporiser un peu et faire croire qu'il est fait pour que les Israéliens rentrent au Liban? Ou est-ce qu'il vaut mieux pas balancer ses 150 000 missiles et rentrer dans une guerre totale? Sauf que le Hezbollah est pas seul, et au Liban, il y a beaucoup de traites et il y a beaucoup de gens qui ne le soutiennent pas, parce que c'est des cons, ils voient pas plus loin que le bout de leur nez, et il est peut-être pas assez fort pour combattre Israël, qui est une armée puissante. Il y a beaucoup de questions. La seule chose dont on est certain, c'est que ce soir, les Israéliens ont repris la main, ils ont fait tapis et ils n'ont pas l'air de bluffer. En tout cas, jusqu'à maintenant, ils bluffent pas, puisqu'ils font tout ce qu'ils annoncent.
C'est... Alors, plusieurs choses aussi, avant de passer à un autre sujet. On a 1900 Libanais depuis octobre qui sont morts, 500 Hezbollah, tout le reste, les 1400, c'est des civils. De l'autre côté, il y a 26 civils et 22 Israéliens morts. Mais, je veux dire, même sur un plan numérique, on a des écarts qui malheureusement montrent que, voilà quoi, c'est compliqué. Et encore une fois, je jette la pierre à personne, parce que moi, j'y suis pas, c'est facile pour moi de dire, ouais, il devrait. En attendant, le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, les Iraniens, ils ont essayé de faire un truc. Donc nous, on ferme notre gueule. Moi, je suis pas là pour les enfoncer. Il y a un truc quand même qui est rigolo dans toute cette perversion, parce qu'on te présente des résistants et des gens qui se battent pour leur pays et des valeurs saines. On te les présente comme des terroristes, ça c'est pervers. Ça. Il y a un truc qui est rigolo, c'est que le remplaçant de Hassan Nasrallah, il s'appelle Hachem Safieddine. Alors je sais pas pour les arabisants ce que peut vous dire le nom de Safieddine, si on le tord un petit peu, quel est le symbolique, mais Hachem, il y a quand même une ironie divine de celui qui écrit l'histoire. Netanyahou se prend pour le Machia. Il va tuer ce qu'il appelle un démon pour lui. Ben ouais, rappelez-vous, le peuple de lumière, le peuple des ténèbres, tout ça. Et que lui envoie Dieu pour remplacer ce prétendu démon qui est un brave homme? Un type qui s'appelle Hachem, Dieu, qui sera en face de lui, Dieu en hébreu. Vous la voyez l'ironie, Dieu est dans les détails. Et si t'envoies Hachem, c'est que c'est pas toi Hachem. Et donc t'es pas le Machien non plus. Moi je le lis comme ça. Je pense que Netanyahou, c'est pas Satan, mais voilà, j'ai l'impression que Dieu lui explique qu'il s'est un peu loupé, qu'il aurait dû peut-être réviser ses cours de judaïsme et qu'il est en train de vriller, que c'est pas du judaïsme ce qu'il fait. C'est autre chose. Voilà. Ça manque de Pierre Palmade, je trouve, les gars. Ah ouais. Alors, on va couper le diapo. Voilà. On va dégager un peu tout ça, donc arrêter l'écran. Hop, ça aussi. Et on va passer à... Non, mais attends, après les soirées chemsex, il y a les soirées chaussettes sexe. Si, on va revenir sur l'affaire Pédico, parce que j'étais obligé d'en parler de cette affaire. Alors juste... je vais juste aller récupérer les liens. Il faut illustrer. Non, sérieux. Attendez, il faut le voir, ça. Ça, c'est bien, ça. Hop. Puis on parlera de Trump aussi, qui a affaire à de sacrés pervers aussi. Qu'est-ce que le pervers? Il y a le pervers sexuel, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Le pervers, c'est celui qui prend quelque chose et qui le détourne, qui le déforme pour essayer de nuire, faire du mal. C'est ça, c'est les gens qui prennent ce que tu dis, qui essaient de le tordre pour essayer de te faire dire autre chose. C'est les gens, tu vois, c'est ça, un tordu. Le synonyme de pervers, c'est tordu. Il y en a des tordus sur YouTube. Je peux vous dire. Alors, vas-y, tu me saoules avec tes pubs, toi. Ah, voilà. Hop, d'abord. Donc, le remplaçant. Hachem, j'invente rien. Hachem Safieddine. Alors, Safieddine, je sais pas ce que ça veut dire en arabe. Safi, c'est pur, non? Mais moi, comment j'interprète ça? C'est Dieu qui explique à Netanyahou, attends. C'est pas du bon côté. Donc, peut-être que c'est lui qui va remplacer Hassan Nasrallah. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, putain, regarde, il me fait flipper avec ses yeux. Il a une tête de violeur, lui. si. Ah ouais, vous le voyez pas. Regarde. Sérieux, t'es une nana, tu te balades genre bois à côté d'un parc. Tu vois un mec comme ça. Ne me dis pas que t'es en confiance. Ouais. Vous savez pourquoi je me fous de la gueule d'Eddie de Préto? Il y a un drôle de nom aussi. Alors, on va recommencer depuis le départ. Comme je disais, ça manque de Pierre Palmade. Les soirées chaussettes sexe. On va parler de l'affaire Pédico. Dominique Pédico et les 50 ramoneurs, j'ai envie de dire. Si, on parle de cheminée, on parle de bûche, on parle de... Un conte urbain moderne. Jackie et Michel Pédico et les électeurs et les filles et RN. Je suis allé voir, il y a les deux profils. Ah, je rigole, mais ils sont pitoyables. Les mecs qui étaient... je cherche pas à excuser les mecs qui sont passés. Avec de vrais bouts d'emprise dans le compte, il y a de vrais bouts d'emprise chimique à l'intérieur, tu vas voir.
Là, c'est un compte qui est en représentation pendant 3 mois, là, depuis le 2 septembre, à la cour criminelle du Vaucluse à Avignon, hein, pendant 3 mois. T'as Jackie Pellico, Michel Pellico, enfin Dominique Pellico et sa femme, je sais plus comment elle s'appelle. Tu as 33 prévenus libres, les ramoneurs, et 17 donc, hein, parce qu'il y en a 50, qui sont en cabane. Ça devait être les vrais pervers. Il y a que des pervers dans cette affaire. Il y a plusieurs degrés de perversion. Et encore une fois, j'en ai rien à foutre. Je vais dire ce que je pense. Clairement. Les yeux dans les bleus. Pendant 9 ans, cette femme, pendant 9 ans, de 2011 à 2020, si je comprends bien, Dominique Pellico, le Helmut Newton de la jupe, hein, le mec qui se fait arrêter en train de photographier des jupes. Mais qu'est-ce que ça a d'érotique de photographier sous les jupes? Non, mais sérieux, non, mais si. Réfléchissons un peu. C'est dégueulasse. Le mec, c'est un malade. Déjà, il est pas net. Il allait sur le site Coco. Ouais, ceux qui connaissent pas le site Coco, bon, ils ont bien fait de l'arrêter. Hein. Il y avait vraiment, je crois que même sur YouTube, les gens sont plus recommandables. Il y allait, puis il recrutait contre de l'argent des types qui venaient certains soirs violer sa femme. Bah oui, pendant qu'il filmait et pendant qu'elle dormait. C'est la version qu'on nous donne. 200 viols en 9 ans. Alors des fois, elle dormait, puis on apprend au fur et à mesure que des fois, elle était en léthargie. Et puis que des fois, elle était à demi-consciente, elle disait des mots. Mais attends, pendant 9 ans, t'as 50 ramoneurs qui passent par petits groupes en chaussettes, qui viennent explorer la cheminée, qui repartent. Des fois, tu les voyais, des fois, tu disais des mots, des fois, tu voyais ton mari filmer, t'étais à moitié défoncé, et après, non, je sais pas, vous avez déjà pris des somnifères, t'es à moitié fonce-dé, tu te lèves, t'es à moitié somnambule, tu t'en rappelles. Surtout là, 200 viols. C'est du foutage de gueule. C'est les pervers pépère et la mère Pipo qui s'embrouillent pour quelques euros. Ben ouais. Il y en a pas, il y a que des pervers dans cette affaire. T'as un pervers qui va choper des pervers frustrés, des mecs mariés, des mecs soi-disant, tu sais, dès que t'as plus le regard de la société ou le regard des proches, t'en as certains, bon ben voilà quoi. Hein, tu t'aperçois que c'est bizarre. Non, parce que là, c'est des gens mariés qui vont aller une nuit enlever leurs chaussures, voir un mec bizarre qu'ils ont trouvé sur le site Coco, donc ils savent ce qu'ils font. Ils montent, il y a une vieille à moitié allongée, ils la ramonent, ils repartent. C'est des types bien, ça. Et ils sont 4-5. Tu le fais, ça? Honnêtement? Ben, bizarre. Ils sont pervers, je suis désolé, ils sont pervers frustrés. Après, ils font ce qu'ils veulent avec leur bite, enfin bon. Mais lui, il est pervers, elle est perverse. Elle a dû s'embrouiller avec lui, comme disait Albatros. Les mecs qui passaient, c'est des gros pervers, qui pensaient passer sous le radar et qui finalement sont affichés au tribunal. C'est bien pour leur gueule. Ils passent les 33 là. À chaque fois, tous les matins, ils arrivent au tribunal, tout le monde les calcule. Pas cher. Non, parce que, encore une fois, ils savaient ce qu'ils faisaient. Après, le mec, il rentre chez lui, il a sa femme ou sa copine, il joue le mari modèle, faux derche. Non, mais c'est bon. Hein. Elle, c'est pas, je sais pas. Hé, 200 viols, 9 ans. Pas une odeur, rien, pas un indice, rien. Tu les as vus. À un moment donné, les images reviennent. Tu dis à ton mari, attends, j'ai rêvé hier soir, il y avait des mecs dans la chambre. On voit bien qu'il y a autre chose. On nous cache quelque chose. Hein, mi-pute, mi-soumise, qui se fait ramoner pendant 9 ans et elle a jamais rien vu, elle a jamais senti les ramoneurs, il n'y a aucune trace de suie. Ah si, cocotte. On va monter dans l'échelle de la perversion. Et c'est là où on arrive à lui, la petits yeux de violeur, là. Voilà, parce que j'aime pas les mecs qui parlent au nom des hommes. Ah, j'aime pas ça. Voilà. Il essaie de se faire de la pub, ce faux chanteur, ce ringard. Pour en finir avec la domination masculine, nous sommes tous là, nous sommes enfin, je m'adresse aux hommes. Est-ce que vous vous sentez vraiment dominant, misogyne? Vous arrivez, vous faites chier les femmes? Non, on fait ce qu'on peut dans la vie, les gars. Hein, on est d'accord, on fait ce qu'on peut, on est des braves types, on est un peu cons, on essaie de faire des trucs. Mais pourquoi est-ce que ces gens-là, maintenant, viennent nous dire, cette espèce de connard, je suis désolé de parler comme ça, pour en finir avec la domination masculine? Une feuille de route signée par plus de 200 hommes. Non, mais si eux, ils se sentent violeurs ou s'ils se sentent comme ça, pourquoi est-ce qu'ils nous mettent dans l'affaire? L'écrivain Gabriel Faye, alors attends, putain, je vous ai pas mis, si, je vous l'ai mis. L'humoriste Guillaume Maurice ou le chanteur Eddie de Préto a été publié, donc la feuille de route. Une feuille de route, carrément, ils te disent, il y a une feuille de route. Là,
L'affaire Pellico nous l'a prouvé, la violence masculine n'est pas une affaire de monstre, c'est une affaire d'homme, de monsieur. Moi, j'ai parlé de perversion et de frustré. Eux, ils parlent de violence. La plupart de ces gars n'ont commis aucune violence. Même si, bon, bref, mais vous comprenez. Voilà. Donc, le militant et thérapeute Morgan N. Lucas, à l'origine de cette tribune. On a des types à œstrogène, les hommes soja, qui ont décidé de participer. C'est des frics, ils sont bizarres, ils sont pas, c'est des frics, des monstres. Avec, comme les transgenres, comme tous ces gens bizarroïdes, je les emmerde. Voilà, ils sont pas dans la norme, ils sont tout bizarres, et quand tu les écoutes, c'est des pervers. C'est tout, il y a que le sexe, il y a que des trucs bizarres, ils parlent de leurs règles, ils parlent de son cul, ils parlent de tout ça, et voilà, les frics, et je vous emmerde. Il y en a marre de vous. Parce que vous nous attaquez, là. Il y a, c'est des gens qui sont pervers, donc qui utilisent un fait divers qui est déjà pas très très clair. Ils ont fait monter la sauce, ils sont venus soutenir la vieille Pellico, tout ça pour ensuite s'en servir pour attaquer l'homme. L'affaire Pellico nous l'a prouvé, la violence masculine n'est pas une affaire de monstre, c'est une affaire d'homme, de monsieur tout le monde. Écrit de militant et thérapeute. Mais ça, c'est ton opinion, espèce de connard. T'es qui pour dire ça? Il y a des études, il y a des choses. Tiens, c'est bizarre, ils n'utilisent plus, dans ce cas-là, l'argument rationnel, l'argument de la science. Pourquoi? Cette espèce de connard, c'est inverti. Lui, il veut que nous soyons tous des violeurs et ça me casse les couilles. Combien de fois je me suis levé pour défendre des nanas? Je domine pas, moi, je suis pas dans la domination masculine, ni moi, ni vous. C'est l'homme qui est attaqué, c'est la femme qui est attaquée, parce que t'as plein de femmes qui en aura le cul de ça, on divise les hommes et les femmes. Aujourd'hui, je te dis franchement, il y a des nanas, tu viens avec un huissier pour leur parler, parce que tu sais que c'est des toxiques, quoi. Et c'est qui les a rendus toxiques? C'est ces gens-là, qui se servent d'un fait divers sordide, où on a encore... Hein, moi, je pense que l'histoire, elle est pas claire, mais bref, je me répète, et viennent une feuille de route pour les hommes, et va te faire enculer. Je te jure, excusez-moi, je perds mon sang-froid. J'aurais dû te faire une vidéo. Non, mais le gars, il est en face de moi là, je pense que je le tape vraiment physiquement là, je le tape pour lui faire mal. Parce que le gars, il décide que des frustrés mariés, des pauvres types quelque part, hein, parce qu'il faut vraiment être frustré sexuellement pour faire ça, ils font ce qu'ils veulent avec leurs zizi, mais bon, j'ai le droit de penser ça. Donc, ces types sont représentatifs de l'homme en France. On est tous des salauds. On va tous violer des vieilles et puis on essaye de violer des... Et puis, quand on fréquente des filles ou des nanas, c'est pour les ramoner. Il y a pas autre chose. Ils nous traitent d'animaux, cette espèce de salopard. Ils nous traitent d'animaux. Tout ça pour bien passer, pour bien plaire, moi j'en ai marre de ces frics, allez vous faire mettre. Arrêtons de considérer que le corps des femmes est un corps à disposition. Mais le mec, il arrive, il dit des trucs que t'as pas dit, mais il te les fait dire. Arrêtons de nous regarder le nombril, d'inverser la charge victimaire. À quel moment on a inversé la charge victimaire? Arrêtons de penser qu'il existe une nature masculine qui justifierait nos comportements. Voyez un peu leur technique. Ils rentrent dans le truc et par malentendu, tu sais, sur un malentendu. Cessons de perpétuer les boys clubs. Ah, de protéger nos homologues masculins. Énumère cette feuille de route. L'acteur Gilles Lelouch, il est mal placé, lui, en plus, pour signer. Que des merdes. Donc ces gens ont décidé qu'ils parlaient en ton nom. T'étais un violeur, t'étais un salaud, t'étais un obsédé sexuel, t'étais un pervers, et que finalement, écoute, t'as pas trop de morale, donc tu vas choper des vieilles le soir. Non pas des vieilles consentantes, non, des vieilles endormies, à moitié endormies, et le mari, il est là, il filme. Voilà ce qu'il raconte sur nous. Excusez-moi d'avoir été vulgaire, mais franchement, ça commence à me saouler, quoi. Non, sérieux, cette époque, elle commence à me saouler, voir une espèce de tocard comme ça, des pervers. Qui est pervers encore dans cette affaire? La presse. Les joueurs de pipeau, les joueurs de hautbois. La presse. L'histoire, ils la connaissent. Mais ils nous la présentent d'une autre manière. Ils oublient l'essentiel. Cette femme était consciente lors de certains actes. Ça interpelle, on a envie de... C'est pas la même chose que de dire qu'elle est droguée, qu'elle ne se rend compte de rien. Mais ça, vous zappez dessus. Vous inversez la charge de la preuve. Vous inversez la charge victimaire. On se pose une question. Ouais, je suis mise en accusation maintenant alors que je suis la victime. C'est ce qu'elle dit, Pellico, quand on lui rappelle ça. À un moment donné, tu les as vus. Alors la presse, faut pas que je perde le fil. Non, parce que je vais lire, parce que là, je suis en train de m'exciter tout seul. Je devrais pas d'ailleurs. Il y a... Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Joueur de clarinette, oui, mais la presse, elle est complice dans la perversion. Elle façonne le réel. Le réel, c'est pas ça. La réalité de ce qui s'est passé, c'est pas ça.
Pourquoi t'en prends et t'en laisses? Pour le façonner, pour nous emmener dans une direction. Et chacun à tour de rôle, vous jouez votre jeu. Jusqu'à qu'il y en a un qui arrive à nous sortir une loi. Maintenant, si tu dis pas bonjour à des femmes qui passent, tu vas en prison. Si, mais on va arriver à ça. On va y arriver, vu le délire. Voilà. Tu vas façonner le réel pour faire passer un message, à savoir que les hommes et les femmes se méfient, s'embrouillent, se détestent. Comme ça, on isole encore un peu plus les gens dans cette société où on est seuls ensemble. Et c'est ça, le message de tes maîtres. Une presse qui, en plus, te force à la payer, puisqu'on donne des millions à la presse. Par an, quand même. Alors. Et on va finir avec lui, hein. Trump accuse Google de partialité. Que des publications négatives sont proposées. Eh ben, c'est marrant, mais j'allais en parler. Alors, attendez. On va taper, pardon. Où est-ce que je suis? On va taper Google Actualité. Et moi, j'ai pas calibré. Je prends toutes les actus. On va taper Google Actualité.